Après l'église fortifiée d'Isnières et le château d'Aunay, le village, nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser à un autre monument majeur de notre territoire. Il s'agit de l'église Saint-Amand. Et pour introduire cette conférence, je vous propose de vous lire quelques lignes rédigées en 1838 par Prosper Mérimée dans un chapitre dédié à Rodez dans son recueil Notes d'un voyage en Auvergne. Et voici ce qu'il rédige sur l'église Saint-Amand. Je cite: cet emploi de matériaux anciens dans une construction moderne me fait souvenir d'une église de Rodez dont j'avais oublié de parler. C'est Saint-Amand. Complètement rebâti en 1754, on est surpris d'y trouver encore des chapiteaux historiés de style byzantin. Ils appartiennent à l'ancienne église et on les a fait servir dans la reconstruction de celle-ci. À part ces chapiteaux et peut-être aussi quelques-uns des piliers, tout est moderne dans Saint-Amand. Et rien d'ailleurs n'offre le moindre intérêt. Alors, malgré tout le respect que l'on doit à Prosper Mérimée, ce sont ces derniers mots qui me font réagir, car si nous consacrons une visioconférence à Saint-Amand, c'est bien qu'il y a un intérêt dans cette église, ce à quoi je vais euh, m'employer au cours de cette présentation. Car Saint-Amand, l'église Saint-Amand, fait partie des monuments incontournables, sinon majeurs, pour le territoire de Rodez agglomération et de la ville de Rodez en particulier. Au-delà de ses caractéristiques architecturales, dont nous allons évidemment parler, elle doit son importance à l'imbrication entre son histoire propre et celle de la ville de Rodez. Alors, qui est ce Saint-Amand? L'histoire nous dit qu'il est le premier évêque de Rodez et la tradition populaire lui attribue l'évangélisation des Rutènes dans la seconde moitié du IVe siècle. Sa vie nous est relatée dans différents récits que l'on dit hagiographiques, car il relate la vie du saint sans que l'on sache précisément ses dates de vie et de mort. Parmi ces récits hagiographiques, on a notamment la vie et les miracles de saint Amand après sa mort, consignés par un clerc au début du 7e siècle. Saint-Amand fut d'abord élu à l'évêché de Lodève avant de revenir à Rodez, soucieux de lutter contre le paganisme qui sévissait dans sa ville natale, où il œuvre assisté de son diacre Nahamas. Les récits de la vie de Saint-Amand relatent les différents miracles nécessaires à la conversion des habitants de Rodez. Je vous invite à visionner ou à revoir la visioconférence proposée l'an dernier, en 2021, par Fernand Peloux, qui présente et analyse ces récits hagiographiques, et en particulier, évidemment, ceux consacrés à Saint-Amand. Nous en reparlerons. Saint-Amand meurt dans la première moitié du 5e siècle et est inhumé dans la nécropole de Rodez, hors de la ville, comme le veut la tradition dans l'Antiquité. Un lieu de culte est rapidement construit à cet emplacement, donc à l'emplacement de la sépulture de Saint-Amand. Une nécropole de l'Antiquité tardive est attestée autour de l'actuelle église, développée au IVe siècle à l'extérieur de la cité romaine. Un premier lieu de culte existait autour du corps à partir du VIe siècle. Vous avez là quelques images qui nous ont été transmises par Jacques Miquel de fouilles réalisées autour de l'église Saint-Amand et en particulier sur la rue Villaret, où on voit donc certains des cercueils et sarcophages qui ont été mis au jour dans ces années 1970. Un petit bâtiment a été mis au jour et fouillé dans les années 1960 par Lucien Dos. Il s'agit d'une pièce carrée, semi-enterrée, ce que l'on voit avec ces degrés, ces marches-là qui permettent de descendre dans cette pièce. Et on va donc pouvoir parler d'un hypogée. On avait au-devant de cette pièce les vestiges, on a les vestiges d'une colonnade. Grégoire de Tours, vers 590, rédige dans une histoire universelle un récit dans lequel il raconte que l'évêque Quincien a fait agrandir l'édifice pour recevoir le corps de son prédécesseur avant de s'enfuir alors que les Visigoths assiègent la ville. Il semblerait que la basilique ait d'abord été dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul avant de prendre le vocable de Saint-Amand, tant la dévotion autour du premier évêque de Rodez est importante.
Au début du 7e siècle, une première communauté religieuse s'établit au sein d'une abbaye construite à côté de l'église. La communauté suit la règle de saint Augustin avant d'être confiée à la fin du XIe siècle à la puissante abbaye bénédictine de Saint-Victor de Marseille qui en assure la reconstruction. On a déjà évoqué lors de la conférence sur l'abbaye du monastère l'importance de la diffusion de la règle de saint Benoît suite au synode du IXe siècle. Je ne reviens pas donc sur cette règle de saint Benoît. Ce rattachement à l'abbaye Saint-Victor de Marseille se fait avec la protection du comte de Rodez, qui, dans ce XIe siècle, a choisi d'implanter son palais à proximité de l'église. Ce choix est éminemment politique. Vous avez ici, hop, on devine ici la maison d'Armagnac. Le palais comtal se trouvait à cet endroit, donc à proximité immédiate de l'église Saint-Amand. Donc, en effet, au XIe siècle, la ville de Rodez est divisée en deux parties, avec au nord la cité, domaine de l'évêque, et avec évidemment la cathédrale, et le bourg au sud, dont le seigneur est le comte. En choisissant de construire son palais auprès de l'église Saint-Amand, le comte s'approprie en quelque sorte les faveurs du saint homme. Le comte assoit ainsi son pouvoir, son prestige et profite également de l'attractivité du lieu saint. Les monnaies du comte Hugues de Rodez, donc Hugues, comte de Rodez de 1156 à 1196, sont frappées d'une croix et des initiales D, S et A pour denier de Saint-Amand, ce qui note la relation, l'interconnexion entre le comte de Rodez et son territoire et bien sûr l'église Saint-Amand. À l'inverse, les évêques, eux, sont ensevelis dans la cathédrale, mais n'ont aucun accès au contrôle des reliques de Saint-Amand, qui serait pourtant le premier d'entre eux. Donc c'est un des enjeux majeurs de pouvoir entre le bourg et la cité. Nous disposons d'un document exceptionnel conservé aux archives départementales, et je ne doute pas que les plus assidus d'entre vous le connaissent déjà. Il s'agit de ce plan de 1495 conservé aux archives départementales de l'Aveyron. On y voit la place du bourg avec son masel, le poids public, le pilori, la fontaine, et puis également la place de l'Aulnay avec l'Aulnay qui est bien sûr le symbole du pouvoir comtal, et le palais comtal qui se trouve ici, pardon, comme je vous le disais, maison d'Armagnac se situera plus tard, hein, puisque la maison d'Armagnac date du XVIe siècle, mais notre point de repère de tout à l'heure se trouve ici, et donc le palais comtal est juste là, à cet angle de la place. Donc, à proximité de l'église Saint-Amand. Si maintenant, nous faisons un zoom, alors d'abord, une vue sur ce plan qui a été redessiné et qui est paru dans l'ouvrage de Pierre Benoît, Le Vieux Rodez. Et si maintenant on fait donc le fameux zoom et que l'on recadre sur l'église, on va d'abord distinguer un certain nombre de formes rectangulaires qui évoquent les cercueils, les sarcophages répartis tout autour de l'église, qui évoquent le cimetière, la nécropole, où on va se faire enterrer au plus près du lieu saint et du corps évidemment de Saint-Amand. On a ensuite le couvent, ici, qui s'appuie sur l'église avec son cloître dans lequel on va également retrouver des formes de pierres tombales, puisque les moines se faisaient, eux, inhumer à l'intérieur de ce cloître. Ce dessin nous donne à voir la forme de l'église et notamment le positionnement du clocher construit ici à la croisée du transept et auquel on accédait par un escalier de bois. L'archiviste Henri Affre décrit ainsi le clocher qui passait au XVIIe siècle pour un chef-d'œuvre. L'église est surmontée d'un clocher en forme de pyramide quadrangulaire, au sommet tronqué duquel on avait construit une lanterne ou tourelle ouverte. Cette tourelle, dont la hardiesse et l'élévation faisaient sans doute le mérite principal, se composait en substance de 4 piliers servant de support et d'une toiture à 4 pans comme le clocher. Le tout était protégé par des lames de plomb contre l'injure du temps, des pluies, neige, tempêtes et impétuosité des vents. Alors,
sur cette tourelle ouverte, on voit très bien ici le dessin des baies géminées qui effectivement ouvraient ce clocher. Heu, Si je prends un dessin un peu plus précis, heu, de de ce plan, on distingue également une girouette en forme de coque au sommet, de ce clocher. Alors ce clocher a fait l'objet d'une première reconstruction en 1486. Donc c'est bien ce clocher reconstruit que l'on voit sur cette vue, de 1495. Et une dernière chose sur ce plan, c'est ici, je voulais vous montrer également, la maison des consuls qui est située juste en face, de l'église et qui va être également, un élément important puisque les consuls vont être également, en charge de l'entretien de l'église. Alors j'évoquais, des rapports de force et des conflits entre l'évêque de la cité et le comte du bourg. Mais au sein même de l'Église, il va y avoir des dissensions pour son entretien. En effet, l'Église Saint-Amand a une double fonction. Elle est à la fois régulière et séculière, à l'image de l'église de monastère, dont vous pouvez également retrouver, une visioconférence. C'est-à-dire qu'elle est à la fois l'église paroissiale du bourg et l'église conventuelle de la communauté religieuse, donc qui vit juste à côté de l'église. Les consuls et les moines, bien que tous soucieux de l'entretien des reliques, se déchirent lorsqu'il s'agit de financer les travaux d'entretien de l'église. Car malgré la reconstruction du clocher qui a eu lieu donc en 1486, le clocher crée de grosses problématiques structurelles à l'édifice. Et donc, vont se succéder un certain nombre de travaux de consolidation au XVIe et au XVIIe siècle, avec notamment l'installation de tirants et de chaînes. Donc, le principe du tirant, c'est de s'accrocher de part et d'autre de l'édifice et d'éviter ainsi l'écartement des murs. Au XVIIIe siècle, plusieurs éléments convergent et vont aboutir à la déconstruction et la reconstruction d'une nouvelle église Saint-Amand. Quels sont ces éléments? D'abord, en 1739, l'abbaye Saint-Victor de Marseille est sécularisée par bulle du pape Clément XI. Les biens de cette abbaye Saint-Victor de Marseille vont donc être démantelés et de ce fait, le statut de la communauté religieuse de Rodez va évoluer. Elle devient un prieuré, percevant ses propres revenus, avec à sa tête un abbé. Et de même, la relation avec les consuls du bourg va s'en trouver également modifiée. Alors que jusque-là, la communauté religieuse et le consul se renvoyaient donc la balle, entre guillemets, quant aux dépenses d'entretien de l'église, il est maintenant établi par une décision de justice que le nouveau prieur doit consacrer une partie importante de son revenu aux travaux du chevet de l'église, puisque c'est dans cette partie de l'église que l'autel de la communauté est abrité. De leur côté, la fabrique paroissiale aura, et donc les consuls auront à leur charge la nef où se trouve, lui, l'autel paroissial. Dans ce XVIIIe siècle, les tyrans et les chaînes vont céder. La voûte entière de l'église menace de s'effondrer. Aussi, l'évêque de Grimaldi, Monseigneur de Grimaldi, n'a d'autre choix que de faire fermer l'église. Les offices sont transférés à Notre-Dame-du-Pas. Les reliquaires sont quant à eux mis en lieu sûr au sein du couvent des Cordeliers, donc couvent des Cordeliers qui se situait au bas de la rue du Bal, à l'emplacement de l'actuel palais de justice. Si dans un premier temps, on pense pouvoir se contenter de reprises partielles, un tournant semble s'opérer en 1757. On ne parle plus alors de réparation, mais de reconstruction. Ce changement de projet est sans doute le fruit de l'expertise de l'ingénieur de la Généralité de Montauban qui œuvre au chantier. Car à cette époque, Rodez dépend de la Généralité de Montauban. Et c'est son intendant qui va être chargé de prélever les impôts, la taille. Et sur ces impôts, certaines sommes seront affectées au chantier de Saint-Amand. Le chantier de l'église va donc bénéficier d'un financement royal important à hauteur de la moitié des travaux. L'intendant de cette Généralité de Montauban était
aussi est également habilité, pardon, à ordonner la corvée. C'est un impôt, en nature, ou plutôt en travail, qui est habituellement réservé à la construction des routes. Dans le cas de Saint-Amand, il sera décidé que chaque personne venant vendre des marchandises, bois, et charbon à Rodez devra assurer le transport des décombres de l'église vers la place d'Armes qui est, à ce moment-là en cours, d'aménagement et donc ces décombres vont servir à son terrassement. C'est sans doute, ce financement royal très important qui est à l'origine, ou du moins c'est la raison pour laquelle on va faire appel à Jean-Baptiste Boësnier, je ne sais pas comment on le prononce, hem, donc Jean-Baptiste Boësnier qui est ingénieur des ponts et chaussées pour œuvrer, à la construction de cette église. Alors, ce Jean-Baptiste Boësnier n'est pas une célébrité, pourtant, son réseau et ses activités révèlent une personnalité fort intéressante. Alors, c'est un Parisien qui est pardon, issu des premières promotions du Bureau des dessinateurs créé en 1747, Bureau des dessinateurs qui deviendra donc l'école des ponts et chaussées. Il va d'abord travailler à Paris et il va être nommé à Montauban en 1753 comme ingénieur. Alors, outre sa technicité, cette formation d'ingénieur, Boignet est une figure intéressante car il est l'un des correspondants du comte de Caylus. Le comte de Caylus qui dirige alors les volumes de son recueil d'antiquités. Ce recueil d'antiquités, ces recueils d'antiquités, c'est une vaste entreprise de connaissances, d'érudition, dont l'intérêt est d'abord porté sur l'Égypte, la Grèce, l'Italie, avant de s'intéresser à la France elle-même. Le comte de Caylus a notamment demandé à Jean-Baptiste Boignet d'effectuer des relevés afin d'identifier le site de la dernière bataille de la guerre des Gaules, Uxella-Donum. Et ces relevés, il va les réaliser donc sur la commune de Veïrac dans le Lot, mais également à Cap-de-Nac-le-Haut, donc non loin de Rodez. Mais cet ingénieur ne va pas se contenter de faire ses seuls relevés. Il va véritablement entretenir une correspondance, avec le comte de Caylus dans lequel il fait appel, tant à ses observations sur le terrain, qu'à ses connaissances historiques. On a donc vraiment affaire à un technicien, un ingénieur tout à fait, éclairé. Alors, cet aparté sur la figure de Jean-Baptiste Boignet peut sembler, éloigné de notre, propos, d'aujourd'hui. Pourtant, son parcours semble être une explication, plausible, pour la forme singulière de l'église Saint-Amand telle que nous la connaissons, actuellement. En effet, nous avons un parti, architectural tout à fait, novateur. À l'intérieur, nous avons une forme très conservatrice avec, avec la conservation, en fait, c'est surtout cette conservation du style roman, dont je voulais parler, avec notamment l'emploi, de chapiteaux dont nous allons parler tout à l'heure. Heu, mais on a donc un parti, novateur puisque à l'intérieur, on a du style roman, mais on va appliquer en façade, le modèle des églises romaines de la Contre-Réforme, dont le modèle le plus connu est, le Gesù de Rome, avec notamment, son fronton triangulaire, et ses pilastres et bien sûr ses grandes volutes. Et puis au-delà de la façade, on va avoir recours aux fenêtres, à des formes, d'arcs segmentaires qui sont, tout à fait dans cette, période du XVIIIe siècle. Il en résulte du coup un certain éclectisme. Choisir le style néo-roman, puisque conserver du roman lorsque nous ne sommes plus en période romane, on est bien sur du néo-roman avant l'heure, pour les parties intérieures. Heu et ce choix devait vraisemblablement rendre hommage au sanctuaire précédent, essayer d'être en cohérence avec cette première église, considérée comme l'une des plus prestigieuses et ch conserver ce style roman, c'est également, heu, suivre ou heu, souligner l'attachement des Ruthénois avec cette ancienne église médiévale, dans une ville, Rodez, qui est restée, fidèlement, catholique.
Il est important de rappeler qu'à cette époque, le style à la mode est un style à la grecque que l'on va trouver dans des projets d'église comme à Saint-Germain-en-Laye, heu, donc construit à partir de 1765, ou l'église Saint-Vincent de Lyon, heu, dont le chantier démarre en 1759. Donc des chantiers tout à fait, concomitants avec la reconstruction de l'église Saint-Amand à Rodez. Quelque part, l'illustration de ce goût à l'antique à Rodez va s'exprimer, dans l'architecture du palais de justice, mais absolument pas, au sein de cette église Saint-Amand. Elle ne suit absolument pas ces préceptes, et plus encore, Jean-Baptiste Boignier va, remployer un certain nombre de matériaux. La première hypothèse dans ce remploi est qu'il s'agit de faire des économies, pour le chantier. En remployant certaines pierres, on va réduire le coût des travaux. Et d'ailleurs, je n'oublie pas l'importance du frère capucin François Cassagne, venu d'Albi, qui va suivre, les travaux tout au long du chantier et qui va se démener, pour faire affluer les dons et limiter, les dépenses. Pour certaines pierres, on voit, nettement qu'elles sont de dimension réduite, notamment ici, sur les murs du transept. Donc des dimensions réduites par rapport aux pierres supérieures, ce qui nous invite à penser qu'il s'agit de pierres qui ont été retaillées et remployées de l'ancien édifice. Boignier va également faire remployer d'anciens chapiteaux, témoin aussi de sa sensibilité archéologique, tout autant que son respect, pour, l'édifice, ancien. Si l'on doit décrire l'église Saint-Amand, alors celle-ci va reprendre, le plan roman avec une avant-nef, qu'on appelle un narthex, pardon, sous le clocher. Donc ce narthex qui va faire la transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre le profane et le sacré. Nous avons ensuite une nef longue de 4 travées donc qui sont, avec une voûte d'arête, séparées par des arcs doubleaux, que l'on verra tout à l'heure sur d'autres clichés intérieurs, contrebutées par, les collatéraux et les chapelles. Le transept est non saillant, voire même en retrait, du fait de ces chapelles. À la croisée du transept s'élève, une coupole peinte que l'on verra également tout à l'heure. Le chœur est entouré par un déambulatoire avec 5 chapelles rayonnantes puisqu'elles dessinent autour de ce chœur, comme les rayons, du soleil. Ce déambulatoire va permettre la circulation des fidèles autour, des, reliques de Saint-Amand. Ce déambulatoire, c'est un élément important dans, l'architecture des églises de pèlerinage et atteste de l'importance du culte des reliques, de Saint-Amand. Jacques Miquel a, fait une étude approfondie, de l'ensemble des, chapiteaux de cette église de Saint-Amand. Il a observé, analysé et répertorié, l'ensemble des chapiteaux de l'église en les classant également par, typologie. Il semblerait que les chapiteaux inférieurs de la nef, qu'on puisse les dater, du XIIe siècle. On y trouve, des griffons, des centaures, des motifs végétaux, mais également des figures humaines comme, ces 2 personnages, dont les oreilles sont mordues par, des serpents qui forment des entrelacs qui vont occuper l'ensemble de la corbeille, du chapiteau. On a également un autre chapiteau qui lui est tout à fait similaire avec, toujours des formes humaines, ici un homme barbu et ici une femme sur chaque arête, qui sont pris, dans, des entrelacs et boucles, de tresses ou cordelettes qui semblent également rattachées, à leurs oreilles. Alors les 2 chapiteaux, qui sont sans doute les plus remarquables, dans cette église Saint-Amand se trouvent le plus à l'ouest, avec ici la représentation de la tentation d'Adam et Ève avec d'un côté, donc de ce côté, Adam et Ève autour de l'arbre autour duquel s'enroule le serpent, avec ici donc Ève qui se cache la poitrine et le sexe avec un feuillage et de l'autre côté, Adam,
qui attrape le fruit et on notera, la présence de ces côtes très dessinées qui évoquent évidemment un autre épisode, de la Genèse. Et l'organisation en fait du chapiteau, son récit suit, le sens de lecture de gauche à droite. De l'autre côté, donc sur l'autre arête, on va avoir Dieu représenté ici avec son nimbe, crucifère qui, de sa main pousse, l'épaule de pas de saint Amand, non, non, d'Adam, que l'on retrouve ici avec ses côtes saillantes, toujours avec Ève en train de de cacher leur nudité. Donc, tous 2 étant chassés du paradis. Donc on a vraiment une séparation entre les 2 moments avec, cette figure de Dieu qui est de dos à la première partie du chapiteau. Le second chapiteau, ouest, donc cette fois-ci du côté sud, et qui lui fait pendant, est sculpté d'une représentation de saint Amand avec son nimbe et son vêtement qu'il soutient ici, de sa main. Tandis que de l'autre, il est en train de donner l'aumône à un pauvre. Heu et sur l'autre arête du chapiteau, on a ici, un personnage dans la position de Laurent, c'est-à-dire la position c'est une position de prière avec les bras ouverts et levés. C'est une figure, qui est très fréquente dans l'art, paléochrétien. Et donc ensuite, pour compléter la corbeille, de chaque côté, on a de grandes palmes qui sont sculptées dans l'espace, qui va jusqu'au mur. Alors le style de ces chapiteaux, je vous le disais, nous invite à les dater, du XIIe siècle, sans que l'on puisse aujourd'hui, en l'état de nos connaissances, hein, des études sont toujours en cours sur les fonds d'archives de l'église Saint-Amand. Peut-être on découvrira d'autres informations. En tout cas, aujourd'hui, les historiens, s'accordent à dater ces vitraux du XIIe siècle, mais on va vraiment noter une différence entre ces vitraux, donc des parties basses, avec pas ces vitraux, pardon, ces chapiteaux bas, avec ces chapiteaux ici hauts, que l'on voit à la retombée des arcs doubleaux. Donc on voit ici un petit peu les arêtes des voûtes de chaque travée. Et comme je vous le disais, chaque travée est séparée par un arc doubleau et à la retombée de l'arc doubleau, on a également des chapiteaux. Mais ces chapiteaux ici en hauteur, semblent être des pastiches, du XIIe siècle, enfin réalisés au XVIIIe siècle en voulant, prendre un style, du XIIe. Et ce qui est à noter, c'est qu'on a vraiment de chaque côté de l'arc doubleau, 2 chapiteaux qui sont tout à fait identiques, ce qu'on ne retrouve pas dans les parties, basses. Alors, le chœur de l'église est curviligne, ce que l'on voyait très bien sur le plan tout à l'heure, hein, avec le déambulatoire qui va en faire le tour. Il est habillé de stalles de bois réalisées par les frères Salinier, des frères Salinier qui ont remployé pour les extrémités des jouets anciennes. Donc là aussi, du remploi de mobilier ancien. Ce chœur est éclairé, par des fenêtres hautes et il est orné d'un ensemble de tapisseries relatant des épisodes de la vie de saint Amand. Alors chacune de ces tapisseries a une bordure, ornée de fleurs, de feuillages et de poutis, et au centre, on va avoir, les épisodes donc de la vie de saint Amand qui sont articulés la plupart du temps en 2 parties autour d'un axe central. Alors, ces tapisseries auraient été réalisées en 1540 à Rodez par des ouvriers limousins, en suivant des dessins et des modèles qui ont été fournis par les consuls du bourg. Alors, on a parfois confondu ces tapisseries avec celles conservées au musée Fenaille, qui ont été réalisées 20 ans plus tard, en 1560, et qui portent les armes de Georges d'Armagnac. Donc, celles-ci, à, à ce jour, en l'état de nos connaissances, n'ont rien à voir avec un éventuel don de Georges d'Armagnac, ce qui a pu être dit parfois. Alors, que représentent-elles? Donc, ces épisodes de la vie de saint Amand. La tapisserie qui est tendue dans l'axe de l'église représente l'épisode le plus fameux de ces actions, de ces miracles, à savoir la chute de l'idole Ruth. Au cours d'une fête païenne d'adoration d'une idole, nommée Ruth, par la tradition, et après avoir tenté en vain avec son diacre Naamas de convaincre les Rutènes de mettre fin à leur libation, l'évêque prie Dieu de l'aider. Une nuée grandit
avec une rapidité surprenante et va envahir le ciel. Le tonnerre gronde, un éclair partage le ciel et s'abat sur l'idole, qui va alors être brisée en 3 morceaux. Frappés de surdité, les païens implorent le pardon du saint homme en demandant le baptême et une fois convertis, vont retrouver, l'audition et la sainteté. Dans le chœur, la première tapisserie à gauche montre saint Amand qui intercède, auprès d'un juge pour obtenir la grâce d'un condamné que l'on voit ici installé sur, sa sellette. Après le refus de celui-ci, saint Amand se retire pour prier et le juge est alors frappé par une maladie soudaine. On le porte inanimé auprès de saint Amand qui le guérit, ce qui va entraîner la conversion et le baptême du fameux juge. Autre épisode, à côté de lui, qui montre les voleurs de miel introduits dans le jardin de saint Amand, qui vont donc, s'emparer des ruches. Arrivés chez eux, ils vont trouver le miel changé en pois. Ils ramènent donc, les ruches à saint Amand, lui demandent pardon et le miel ayant retrouvé son état naturel, saint Amand va leur offrir. Alors, il y a un autre récit, une autre manière de raconter cet épisode. On dit que les voleurs, en fait, n'ont pas pu franchir la haie qui encerclait, qui entourait le jardin puisque, par, miracle, la haie, était devenue trop, foisonnante pour qu'on puisse, la traverser. À noter qu'on voit bien ici la petite lune, les petites étoiles qui montrent que le méfait s'est, produit la nuit. On passe de l'autre côté donc de la première tapisserie avec, cette fois-ci, Honorat, un, noble et riche patricien qui a été appelé par les habitants pour les soutenir face aux tentatives de conversion d'Amance. Alors, habitant à quelque distance, il fait préparer son char et il va être accompagné de la foule qui est, donc venue le chercher et il va se diriger en ville. Mais à l'entrée de Rodez, ses chevaux sont paralysés à l'emplacement où le saint avait prié la veille. Seule l'intervention de saint Amand va faire repartir, les chevaux, ce qui provoque alors la conversion de saint Amand que l'on voit ici, agenouillé. Cet épisode est également commémoré par un autre objet au sein de l'église qui est le fer de mulet qui est cloué au-dessus de la porte ouest, de l'église. La dernière tapisserie, tout à droite dans le chœur, représente, saint Amand qui met en déroute des marcomans qui faisaient le siège de la ville, de Rodez. On le voit là survolant avec les assaillants qui s'enfuient, tandis que les habitants sont, eux, à l'abri, des murailles de la ville. Alors je vous renvoie à nouveau, à la conférence de Fernand Peloux, qui a traité de ce sujet et de cet épisode en particulier. Il nous propose en fait de voir dans, ces marcomans qui vraisemblablement ne sont plus en Gaule après le milieu du 5e siècle, comme en réalité des Francs venus libérer, Rodez, et qui, puisque Rodez en fait est aux mains des Visigoths. En tout cas, vraiment, je vous invite à visionner cette conférence puisque Fernand Peloux l'explique, beaucoup mieux que moi. Alors, on a 2 autres tapisseries, qui sont tendues, à présenter dans cette église Saint-Amand. Mais cette fois-ci dans le déambulatoire. L'une d'elles représente, une scène d'évangélisation avec saint Amand qui prêche depuis une chaire et puis, une dernière tapisserie, représentant la mort de saint Amand. Alors j'ai commencé tout à l'heure à vous parler, des saliniers en évoquant les stalles. Suite à la reconstruction en fait de l'église, on va faire appel, aux saliniers. L'un est menuisier, l'autre est peintre et ils sont embauchés en fait pour, le mobilier et les décors de l'église. Ils œuvrent de concert, pour, la construction de la chaire et Alexis Salinier va se charger de la peinture de la coupole que l'on trouve à la croisée du transept, que j'évoquais tout à l'heure sur le plan. Ils sont représentés, les attributs de l'évêque et des instruments, liturgiques. Alors, on va retrouver ici, le chapeau avec ses 4 rangs, de houppes, le pallium, la mitre,
Les burettes, vous savez, c'est 2 flacons qui sont utilisés pour la célébration de l'Eucharistie, donc que l'on voit ici, présentés, portés par un ange sur un plateau. Ici, le calice et l'hostie. Ici, l'encensoir, le ciboire et en continuant, la crosse et la croix. Alors ces peintures, devaient être, complétées par une apothéose de saint Amand. Je ne saurais vous dire si elle a été réalisée ou non, ou si elle a été, abîmée en fait, au cours du temps puisque, ces peintures en fait avaient fait l'objet d'un badigeon et elles ont été retrouvées, au cours de restaurations, menées par Henri Pons, dans les années 1890. Alors je vous propose de nous intéresser à 3 chapelles en particulier. Un fait important dans l'histoire de cette église Saint-Amand, c'est la présence, ou devrais-je dire plutôt le souvenir de l'absence, de fonts baptismaux. On l'a dit, la première église ou le premier lieu de culte construit à cet emplacement avait une vocation funéraire et selon Sabatier, les fonts baptismaux ont disparu de l'église Saint-Amand après la mort de saint Dalmas pour être transportés à la cathédrale. Ils furent, rétablis à Saint-Amand en 1613, dans un premier temps dans un édicule pardon, à l'extérieur de l'église. Et c'est seulement en 1686 que les fonts baptismaux retrouvent l'intérieur de l'église et qu'ils sont alors embellis par les consuls. Heu, on sait qu'un dôme de bois en chêne ouvragé avec des anges et des cornes d'abondance a été commandé au sculpteur Goutte en 1686. Donc c'est tout à fait concomitant avec ce retour, des fonts baptismaux à l'intérieur de l'église. Dans cette chapelle des fonts baptismaux, on retrouve 2 plaques commémoratives qui ont été gravées en souvenir donc de ce retour du sacrement du baptême au sein de l'église. Il s'agit d'un événement important puisque jusque-là, le chapitre cathédral avait entre guillemets «le monopole», du baptême. On note d'ailleurs sur ces plaques commémoratives la présence des armoiries du bourg de Rodez, alors que l'on lit de gueules, puisqu'en fait, s'ils étaient colorés, cette partie serait rouge. Donc le gueule, c'est le rouge, donc avec 3 roues d'or et au chef, donc la partie supérieure, d'azur, donc bleu, aux 3 fleurs de lys d'or également. Alors lors de travaux, dans cette chapelle dans les années 1960, a été mise au jour une représentation de la Trinité qu'on appelle, en Allemagne le Gnadenstuhl. Alors je suis désolée, j'ai pas de bon accent allemand, mais on l'appelle en français donc le trône de grâce. Il s'agit en fait d'une représentation verticale de la Trinité avec Dieu le Père trônant avec, son manteau ici rouge et il est coiffé d'une tiare à 3 couronnes, hem et il soutient la croix du Christ, crucifié et entre, Dieu le Père et le Christ, on a une colombe du Saint-Esprit ici attachée au niveau de la barbe. Alors cette sculpture date du XVe siècle, et ce type de représentation en fait était très répandu, du XIVe au XVIe siècle, notamment dans les zones germaniques. La statue ici a été brisée, vraisemblablement suite à l'interdiction de ce type d'image par le Concile de Trente. Et les fragments étaient utilisés comme matériaux de construction d'une marche entourant les fonts baptismaux et elle a donc été retrouvée dans les années, 1960 et classée monument historique, suite à cette redécouverte. Une deuxième chapelle est particulièrement remarquable par son décor. Cette fois, il s'agit de la chapelle, de la Vierge qui est mentionnée dans l'inventaire réalisé, suite à la loi pardon, de séparation des églises et de l'État, donc inventaire réalisé en 1906. On la mentionne donc comme une chapelle offerte par madame Sabatier, décédée en 1877. Alors, bien sûr, cette chapelle est beaucoup plus récente, elle ne date pas de la construction ou de la reconstruction de l'église Saint-Amand. D'ailleurs, on le voit bien puisque, le décor obstrue, la fenêtre, qui éclairait à l'origine, cette chapelle. Alors cette chapelle, était au moment de ce don, elle était dédiée au mont Carmel et
Elle est intéressante donc par cet important décor, sculpté avec, un retable et 2 bas-reliefs qui sont signés Mao fils. Le retable représente le couronnement de la Vierge. On voit ici les 2 anges donc qui portent la couronne au-dessus de la statue, de la Vierge et la mise en scène en fait de ce retable est très, très théâtrale avec ses grands rideaux, avec ce liseré doré, puisqu'en fait on est vraiment sur un décor blanc et doré et donc ici, les rayons, du Saint-Esprit, de la colombe du Saint-Esprit sont mis en valeur, donc sont soulignés par, ce recours à la peinture, dorée. De part et d'autre, on a donc, des bas-reliefs. Ici à gauche, on a la figure de Pie IX qui est entouré de cardinaux et qui est alors en train de proclamer l'Immaculée Conception, donc en 1854 et cette représentation évoque vraisemblablement la fidélité de l'évêque ruthénois Monseigneur de Lalle au très conservateur, Pie IX. Puisqu'on a en fait ici sur le piédestal, qui porte, la colonne torse, qui évoque Saint Pierre de Rome, on a en fait, les abeilles des armoiries, de Monseigneur de Lalle. De l'autre côté, l'iconographie représente, la Vierge à l'Enfant, remettant les scapulaires donc à sainte Thérèse, d'Avila, réformatrice de l'ordre des Carmes au XVIe siècle et à saint Simon Stock, un ermite, du mont Carmel. Donc, un choix de représentation tout à fait en lien avec, donc ce vocable de la chapelle, du mont Carmel, aujourd'hui chapelle de la Vierge. Et puis, bien sûr, je vous ai annoncé 3 chapelles. Donc la troisième chapelle, c'est évidemment, la chapelle axiale, la plus à l'est, une chapelle qui renferme une armoire reliquaire prise dans l'épaisseur du mur. Cette armoire reliquaire en bois est mentionnée pour la première fois en 1609 dans un inventaire dressé par les consuls du bourg. Je cite: «Au-dessus du maître-autel, dans le chœur, une armoire qui sert de retable. Elle est fermée par une première porte en bois très solide, par une seconde de barreaux de fer, par une troisième en bois peint où est représentée l'histoire de Saint-Amand.» Alors cette armoire reliquaire va être également décrite de nouveau en 1732 et la proximité en fait de ces descriptions avec le meuble qui est conservé aujourd'hui dans cette chapelle axiale nous incite à penser qu'il s'agit d'un remploi, de l'armoire du XVIIe siècle, remploi au moment de la reconstruction et l'importance de cette armoire reliquaire était telle qu'elle a impacté, les plans, d'emblée puisqu'on a prévu, que cette armoire puisse s'insérer à l'intérieur, du mur de cette chapelle. Donc on avait un vrai soin et souhait de la, réemployer. Alors sur, le panneau de bois extérieur, il est représenté donc le miracle principal de saint Amand détruisant l'idole Ruth. On voit très bien ici l'éclair qui vient frapper, la statue et qui est ainsi décapitée. Alors le bois est remployé. On a mené en fait des études de cette armoire reliquaire qui nous montre bien, que le bois a été remployé, mais la peinture, elle, ne peut pas être la peinture, évoquée dans cet inventaire de 1609. Pourquoi donc? Tout simplement parce que si on fait un petit zoom ici sur cette partie, on va, j'espère que vous arrivez à le voir, deviner ici une croix, qui est une croix de mission monumentale pardon, qui a été érigée devant la façade de la cathédrale vers 1670. Donc la peinture, évoquée dans l'inventaire, ne peut pas être celle-ci. Heu, alors peut-être qu'il s'agit d'une peinture qui a été réalisée lors de réfections, de l'autel, ou alors elle serait consécutive en fait, à la reconstruction de l'église et auquel cas on devrait attribuer cette peinture à Alexis, Saligny. Alors cette armoire reliquaire, elle a eu comment dire? Un événement tout à fait, exceptionnel,
ou du moins il s'agit d'un mobilier tout à fait exceptionnel puisqu'en fait pendant de nombreuses années, heu, nous avons cru qu'il s'agissait d'un simple retable. C'est d'ailleurs comme ça, que cette armoire reliquaire a été inscrite dans l'inventaire établi donc en 1906. Au passage, vous voyez très bien ici comment on a en fait le bois, la structure, de grille métallique, heu et ensuite le bois, intérieur. Alors, en fait, le fait qu'il s'agisse d'une armoire a été totalement redécouvert par, notre service du patrimoine en 2015, suite donc à une étude du mobilier, et donc on a réouvert cette armoire qui ne l'avait pas été depuis, de nombreuses années et on a redécouvert les reliquaires, du tout début du 19e siècle qui renferment, les crânes de saint Dalmas, de saint Amand et de saint Nahamas, le diacre. On fait la différence notamment, avec les parties hautes en fait des reliquaires. On a ici la mitre, la crosse de l'évêque pour, saint Dalmas et saint Amand. Alors ces reliquaires, en fait, ce sont des, reliquaires du début du 19e siècle, en fait. Les reliquaires anciens avaient été ouverts à la Révolution et les corps saints avaient été dispersés, mais les ossements avaient été, mis à l'abri par des paroissiens et restitués au curé Mazard, au moment du Concordat et ce curé Mazard avait donc, commandé, ces reliquaires. Alors ces reliquaires, on les avait, oubliés, mais pas depuis, 1906 puisque, dans les années 30, on a, heu, utilisé ces reliquaires comme modèle, par exemple pour, ce sont les frères Maubéjean qui les utilisent comme modèle pour les vitraux de la basilique de Seignac, où est représenté le vœu de Rodez et où on voit la procession de ces reliquaires et ce sont bien ceux-là qui sont représentés. D'ailleurs même, à l'occasion de cette redécouverte, on a certains, habitants de Rodez qui, nous avaient dit les connaître, et les avoir vus à l'occasion de célébrations de la fête de Saint-Amand notamment. Donc voilà, c'était intéressant, vraiment pour nous de les redécouvrir, mais également pour la paroisse. Alors, je ne vais pas, faire durer plus longtemps, cette présentation, mais je souhaitais quand même, vous parler un petit peu des vitraux. Alors les, au 19e siècle, en fait, on va avoir une reprise, des ouvertures par l'architecte diocésain, Henri Pons et donc, suite à ces reprises, on va avoir, des une reprise, enfin u de nouveaux vitraux qui vont venir orner, ces fenêtres de l'église Saint-Amand. Alors, une première campagne est réalisée par, le maître verrier, de Clermont-Ferrand, Émile Thibault. Donc vous avez ici un exemple de saint Anamas. C'est également lui qui réalise l'ensemble des vitraux du chœur, pour les parties hautes. On retrouve d'ailleurs le fond damassé, sur ces vitraux. Émile Thibault, qui est quand même une figure très importante, parce qu'avec, Étienne Thévenot, ils vont relancer la production du vitrail, relancer en fait, les recherches, pour, orner notamment à la cathédrale, de Clermont-Ferrand, avec de nouveaux vitraux. Entre, 1871 et 1879, son élève, le Rithénois Laurent Théotine Lachaise, enfin en tout cas, heu, il va installer son atelier à Rodez, va donc réaliser, 5, verrières, heu, dont celle, de la chapelle axiale, où on y voit souvent sa signature, hein, le monogramme LTL. Alors c'est un maître verrier qui va travailler dans beaucoup d'églises de Rodez et de son agglomération, notamment, à l'église du Sacré-Cœur. Hem, on a également, Gesta, Victor Gesta qui va faire ce vitrail, donc qui représente, saint Joseph, avec, l'enfant Jésus. Donc là, c'est un peintre verrier toulousain, qui vient donc, pour ce vitrail. Manque ici, une photo, mais en fait, ce vitrail est très difficile à prendre en photo puisqu'il y a une statue devant lui. Un vitrail de Grenade et Bessérias,
qui réalise à la demande de la congrégation de Marie un vitrail représentant le martyre de Sainte Procule. Donc là aussi, des maîtres verriers toulousains. Et puis, la baie la plus récente, elle est l'œuvre d'Albert Brie, un maître verrier ruthénois, et qui représente donc le martyre de Saint-Laurent. Donc vraiment, tous les maîtres verriers qui œuvrent sur l'ensemble de l'agglomération et notamment à la cathédrale, vont réaliser des vitraux pour cette église Saint-Amand. Là aussi, rapidement, quelques éléments de mobilier intéressants. Cette Pietà du premier quart du XVIe siècle, qui, elle, est installée dans un retable beaucoup plus récent. Ici, un Saint-Antoine, alors un Saint-Antoine que vous ne pouvez pas voir puisqu'il est conservé au sein de la sacristie, mais que l'on va reconnaître donc avec son tau et sa clochette. Il porte son bonnet d'ermite recouvert d'un voile. Alors, cette représentation de Saint-Antoine, on la date des années 1500. Voilà. Et enfin, ici, le lutrin venu du couvent des Chartreux, et qui date du XVIIe siècle, avec une représentation d'un côté de Moïse avec les tables de la loi qui sert de support, et de l'autre côté 2 anges qui portent un second support, donc qui permet de, en fait, on va faire tourner cette partie sculptée sur une base de forme galbée. Et puis j'en terminerai avec ces petites images d'une partie qui est à l'abri des regards des visiteurs, puisqu'il s'agit en fait des parties hautes du clocher, pour évoquer donc les cloches de ce clocher, qui sont au nombre de 8. La plus ancienne, la cloche numéro 5, date de 1767, donc au moment de la reconstruction. Et les 7 autres ont toutes été fondues par le fondeur ruthénois Triadoux au cours du XIXe siècle. D'ailleurs, le bourdon et la cloche numéro 2, on dit que ce sont les 2 plus grosses cloches qui sont sorties de cet atelier Triadoux. Et je voulais vous montrer cette roue qui permet donc de monter les cloches, qui a permis donc de monter les cloches. On voit ici donc l'orifice par lequel elles sont passées.